Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partages d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Rim, danseuse professionnelle, entrepreneur et graphiste. Née au Maroc et après des études en France et une carrière en tant que consultante, elle a décidé de se consacrer pleinement à sa passion, où elle fusionne les cultures et les styles dans ses créations. Ses cours de danse, qui mêlent salsa, hip-hop et autres influences, sont un reflet de sa personnalité et de la volonté de repousser les limites de la danse avec des approches chorégraphiques innovantes, offrant une expérience unique à ses élèves. Après avoir exploré divers styles de danse, elle a fondé Brand by Rim pour accompagner les entrepreneurs dans la création de leur identité visuelle. Dans cet épisode, nous aborderons l'histoire de la salsa, les éléments clés de sa technique, puis les différentes façons d'exprimer sa créativité à travers cette danse, ainsi que l'importance du personal branding chez les danseurs. Hello Rim! Coucou. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Contente de t'avoir à mes côtés et en face de moi pour aborder tous ces sujets. Et ben écoute, pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la danse classique à l'âge de 6 ans? Alors déjà, merci Maïwenn de m'accueillir dans ton podcast. Je suis trop flattée. Avec plaisir. Pour parler de mon parcours, alors en fait, ce qui m'a donné envie de faire de la danse classique, il faut savoir que je voulais tout faire comme ma sœur. Donc en fait, ma sœur qui avant moi faisait de la danse classique m'a donné trop envie d'en faire aussi. Donc en fait, j'ai tanné mes parents un peu pour m'inscrire. Et puis après, je n'ai plus arrêté. Yes, j'adore. Et donc tu es au conservatoire du coup? Exactement. Okay. Donc ils m'ont inscrite au conservatoire national de Rabat parce qu'à l'époque j'étais encore au Maroc. Donc j'ai fait des années au conservatoire et en parallèle aussi dans une école privée. Donc j'ai déjà été Coppelia, j'ai déjà été... Voilà. J'adore. J'ai fait de la danse classique environ 10 ans, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à la terminale, où en fait j'ai dû partir en France pour poursuivre mes études à Lyon, à l'université de Lyon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sentais que... il fallait que je continue, mais je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Voilà, déjà, moi, arrivée en France, il fallait que je m'adapte un peu à une nouvelle culture. Il fallait que je trouve mes marques, mais je savais que je ne voulais pas du tout arrêter la danse. Donc, quand je suis arrivée à Lyon, j'avais passé des auditions pour intégrer le conservatoire de Lyon. Et quand j'ai été sélectionnée, je pense que j'ai ressenti une joie parce que pour moi, danser... mon objectif quand j'étais petite, c'était d'être un rat de l'opéra. Voilà. Donc, je l'ai même écrit dans mon journal intime. Et j'ai retrouvé le papier d'ailleurs. C'est génial. Vraiment, c'est un collector. Le pouvoir de la visualisation. Exactement. Et j'étais sûre de moi en plus. Donc pour moi, déjà intégrer le conservatoire de Lyon, c'était une chance et une opportunité et je m'y attendais tellement pas. Donc j'ai commencé à prendre des cours. Et en parallèle, j'étais à l'université. Sauf que, à un moment, je me suis rendu compte que je commençais à louper des cours à l'université pour aller au conservatoire. C'est pas bien, ça. Voilà, parce que les gens qui étaient au conservatoire avaient des horaires aménagés. Ouais. Sauf que moi, mon cursus ne me le permettait pas. Et en plus, j'avais pas droit au rattrapage. Voilà. Donc, en fait, il me manquait des crédits, je passais à l'année d'après avec mes heures de rattrapage. Voilà, donc en fait, je me suis dit, alors concentre-toi un peu, Rim, parce que à la base,
t'es venue en France pour faire des études à l'université et pas pour danser. Donc je l'ai un peu mal vécu sur le moment, mais j'ai dû prendre cette décision d'abandonner le conservatoire, de faire le deuil du conservatoire. Pour aller à l'université. Exactement. Mais à l'université, il y a la salsa qui a débarqué. Exactement. Et alors, donc ça, pareil. Ça, c'est très drôle parce qu'en fait, ça s'est fait vraiment de manière... c'était un hasard. Même si je connaissais un peu la communauté salsa au Maroc et tout. Mais j'étais pas dedans. Voilà, je me sentais pas forcément concernée par cette danse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce processus de deuil du conservatoire, je me disais, bon, tu peux trouver un autre moyen, en fait, de continuer à danser. Et je me suis dit, on va tester les cours de l'université, parce qu'ils proposaient des cours de danse. Et je vois cours de danse de couple. Donc je me dis, on va aller tester, on va voir. Et le cours qui était proposé, du coup, c'était la salsa. Donc j'atterris dans le cours, je me dis trop bien, je vais apprendre de nouvelles choses. Et j'étais trop contente parce que instantanément, j'apprenais de nouvelles choses que je pouvais utiliser. Et j'ai rencontré des gens dans ce cours-là qui m'ont un peu entraînée dans ce leur truc-là. Communauté, et ils me faisaient sortir, voilà, il y a telle soirée au Mi Barrio, il y a telle soirée au Barrio Latino, on va aller tester, il y a la soirée du Ninkasi le lundi. Et j'étais trop contente parce que voilà, je rentrais dans un nouveau truc et moi j'adore, je raffole de l'apprentissage de nouvelles choses. Donc je suis rentrée dedans. Et en fait, de fil en aiguille, ça commençait à devenir un peu plus sérieux. Je prenais des cours dans d'autres écoles. On me dit, il y a tel événement, ça dure sur un week-end. En fait, en salsa, il faut savoir que la plupart des événements, c'est des événements sur les week-ends. On appelle ça les congrès ou les festivals. Ça peut être en France, mais ça peut être aussi à l'étranger. Et en fait, on ramène des artistes un peu comme les camps en hip-hop. En Hills ou... En Hills, exactement. Donc, c'est tout pareil. Et en fait, on ramène des artistes qui permettent de nous former, de nous donner l'information un peu à la source au final. Et voilà, donc dans ma petite communauté, on voyage ensemble, j'intègre des ateliers chorégraphiques, je commence à être vraiment pleinement investie dans la salsa. Et c'est quoi finalement qui t'a attirée dans cette danse ? C'est le côté où t'as juste eu de la curiosité, tu t'es dit vas-y, ça attise ma curiosité et j'y vais, ou il y a autre chose qui t'a attirée dans la salsa ? Alors déjà, le côté festif, je pense que c'est le côté qui attire... solaire. Dès le départ, exactement. C'est salsa, le terme salsa veut dire fête en fait. Ça signifie le mélange, la fête. Donc voilà, en fait, moi j'ai adoré ça, j'ai adoré rencontrer des gens. Et en fait, au fil du temps, en prenant du recul... Je pense que ce qui m'attire vraiment dans la salsa aussi, c'est le fait de partager des danses avec des inconnus, finalement, avec lesquels on arrive à se comprendre. On parle le même langage, même si la plupart du temps, on ne parle pas la même langue. Et bien en fait, le temps d'une danse, on va avoir une connexion qui est unique et qui va nous permettre de nous comprendre de manière tellement fluide. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Je suis grave d'accord avec toi et je pense même dans toutes les danses, en vrai, le mouvement... Tu peux dire tellement de choses à travers un mouvement quand t'es pas capable de le dire avec les mots, et c'est ça qui est trop beau. Exactement. Il y a aussi la richesse de la culture, parce que c'est une danse qui a tellement voyagé, qui a évolué dans différents environnements, qui a été imprégnée de plein d'influences, qui fait que en fait, c'est vraiment riche et on peut danser de manière très différente. Et tout ça, on l'appelle salsa, qui en fait au final c'est juste un terme commercial qui a été inventé pour rendre accessible des rythmes qui sont différents et qui viennent de plein d'endroits, mais on sait que ça appartient à une même communauté. Complètement. Et toi par la suite justement t'as décidé d'amener un peu d'autres ingrédients dans ta danse exactement. Aussi, et la rendre un peu unique. Et justement comment as-tu vu évoluer ta pratique de la salsa ou de ta danse de manière générale au fil des années? Quels sont les éléments qui ont le plus marqué ton parcours? Alors, ma pratique de la salsa, en fait, moi, il faut savoir que quand je fais quelque chose, je ne sais pas en faire juste un hobby une fois tous les... En fait, quand quelque chose me plaît, je m'investis vraiment pleinement dedans et j'investis mon temps, mon argent, mon énergie
Et ça vire un peu à l'obsession, des fois. Donc moi, j'avais envie, en fait, de progresser. J'avais envie de me sentir progresser dans ce style qui m'a touchée. Donc en fait, je peux dire que ce qui m'a vraiment permis de progresser, c'est d'abord les soirées. Ouais. Alors il y a les cours, bien sûr, parce qu'il faut apprendre. C'est une danse qui a beaucoup de règles, beaucoup de codes. Et si tu ne les connais pas, c'est compliqué. Donc il faut aller en cours. Ensuite, je me dis, ça suffit pas. Il faut aller aussi en soirée. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu pratiques ce que tu as appris. C'est pas juste en cours. Et il y a plein de gens, je pense, qui ont cette appréhension, qui vont simplement en cours et qui n'osent pas aller en soirée parce qu'ils se disent mais si je sais pas me laisser guider, si je sais pas ressortir des passes que j'ai appris en cours, et ben justement tu vas apprendre en fait c'est fait pour ça. C'est un peu des trainings sauvages dans la bonne humeur parce que voilà, il y a de la musique, c'est festif. Mais en fait, en tout cas moi en tant que follower, parce que dans la salsa t'as le leader et le follower. En tant que follower, ça m'a beaucoup aidé de saigner des soirées parce que chaque personne a un guidage différent et en fait, il faut apprendre à s'adapter au guidage différent. Donc voilà, en fait, il y a eu les soirées, il y a eu aussi les festivals, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Le fait d'apprendre vraiment d'artistes qui m'inspiraient, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup fait évoluer et aussi le fait de revenir aux bases, vraiment. De me concentrer sur les fondations de la salsa pour pouvoir plus tard avoir une certaine liberté. Je pense que la fusion aujourd'hui, si je me dis que je fusionne, ça n'aurait pas été possible si j'avais pas beaucoup travaillé sur mes fondations. Connaître d'abord les règles et ensuite... Les déconstruire, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui a été une clé qui m'a aidé à level up un peu dans ma danse. Voilà, et puis... justement, comment tu définis ton style de danse? Quels sont les éléments, les styles, tu vois, qui les caractérisent? Pour moi, c'est une question qui est très difficile parce que je ne saurais pas dire c'est quoi mon style de danse au final. Ouais, c'est jamais facile. Ouais. C'est un mélange. Pour moi, s'il y a quelque chose que je peux vraiment dire de mon style, c'est le mélange. Je suis très friande des mélanges. J'adore apprendre de nouvelles choses. Vraiment, j'adore commencer de zéro. Déjà, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Apprendre de nouvelles choses, m'approprier ces nouvelles choses, travailler dans mon coin pour essayer de voir comment ça ressort dans mon corps. Voilà, et je pense que le fait de fusionner, de faire ce travail-là, de fusionner les styles, ça a été quelque chose qui, d'abord, me travaillait. Je trouvais ça trop dur. Vraiment, créer des choréfusions, pour moi, c'est beaucoup plus challengeant. Parce que je ne veux pas qu'on voit la démarcation, les frontières entre les styles que je mélange. En fait, j'ai envie qu'on se dise, c'est totalement naturel. En fait, on dirait que c'est un style de danse en particulier. Et du coup, je veux estomper en fait ces frontières-là. Donc, je me casse beaucoup la tête dans le choix des mouvements, dans comment l'amener, dans l'attitude que je vais mettre dedans. Donc, en fait, je disais que la fusion, c'est un peu mon laboratoire. Voilà. J'aime dire ça comme ça parce que je me vois en train de créer une choré de fusion. Et en fait, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Donc, c'est vraiment mon laboratoire et je viens mettre des choses côte à côte et puis je redéconstruis et je remets. Et en fait, ça me permet de, moi, me nourrir de ces nouvelles créations et ces nouveaux moyens de me mouvoir, en fait. Et donc, dans ton laboratoire, tu t'es inspirée du commercial, du walking, des heels, parce que tu en as fait aussi à côté beaucoup. Oui. Comment ça? Dans le sens où t'as aussi travaillé, t'es danseuse professionnelle, donc t'as eu des contrats en commercial. Je pense à des spectacles comme Diamond Dance, je pense aux clips que t'as pu faire, dont on parlait un petit peu en off, de tout ton parcours et tout. Et c'est aussi ça, toutes tes expériences de danseuse professionnelle qui t'ont inspiré à vouloir te challenger et d'offrir à tes élèves tes expériences aussi à travers le mouvement. Oui, en fait, pendant très longtemps, j'ai cherché à séparer les deux. En fait, j'évolue dans deux milieux différents. J'évolue dans le milieu de la salsa, mais j'évolue aussi dans le milieu commercial.
Et en fait, pendant très longtemps, j'ai pas trop assumé ce côté de moi où il y avait un terrain où tout se mélangeait. Je voulais garder les deux séparés, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais un peu peur, en fait. Je ne sais pas si c'est le regard des autres, mais c'est plus moi, les limites que je me mettais par rapport au fait que c'est une culture... La salsa, c'est une culture que je respecte énormément. C'est ma culture de cœur. Et je manipule tout ça avec beaucoup de précautions et beaucoup de respect. Donc, j'avais peur, en fait, de me dire que je vais créer des choses et je vais apporter des nouveautés, en fait, dedans. Et que c'est pas forcément des choses qui se font, qui sont courantes. Donc, à un moment dans mon parcours de salsa, j'ai senti, pas que je faisais un peu le tour... mais c'est une danse sociale qui se danse beaucoup à deux. Mais il ne faut pas négliger le côté individuel aussi, individualité dans la salsa. Il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que la salsa ne se danse qu'à deux, se danse uniquement à deux, mais c'est aussi solo. C'est une danse qui se danse aussi en solo. Et donc développer et travailler sur notre danse en tant qu'individu, c'est très important. Donc à une période, je me suis dit... Ok, je sens qu'il me manque du bagage en fait ailleurs. Il me manque cette réflexion de salsa qui m'est propre à moi. Et du coup, je retombe encore dans le fait de vouloir apprendre de nouvelles choses. Et c'est là où, en arrivant à Paris, en fait, je commence à prendre des cours. Donc, je vais au Lac Studio, je me saigne un peu dans les cours au Lac, émerger un peu partout. En fait, au final, je suis même allée aux États-Unis. Je suis restée 2 mois pour vraiment prendre tout ce que j'ai à prendre. Je me forme aussi en walking. Je prends vraiment tout ce que j'ai à prendre. Et je me rappelle avoir laissé un petit peu de côté la salsa à ce moment-là parce que je me disais, il faut que je revienne avec quelque chose de nouveau. Et c'est là où j'ai vraiment essayé d'incorporer toutes les informations que j'apprenais et que j'essayais de les restituer, mais d'une manière différente. Et tu as eu des sources d'inspiration un peu qui t'ont aidé peut-être dans le walking, dans le commercial ou même dans la salsa ou des chorégraphes qui t'ont marqué justement pour t'aider à trouver peut-être ta recette? Alors, j'aurais pas des noms en particulier à te donner parce qu'au final, je m'inspire un peu beaucoup de gens. En fait, c'est pas un individu en particulier, mais ça va être le visuel que je vois à ce moment-là, à l'instant T, le mouvement, la musique, le mood qui va m'attirer. Mais pardon... non, je te parlais un peu t'inquiète. Tes sources d'inspiration, mais en vrai, ça peut être autre chose, hein. C'est pas forcément dans la danse. Est-ce que tu t'inspires, je sais pas moi, d'un paysage, de l'architecture, n'importe quoi En fait, pour parler de mes inspirations, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Je suis beaucoup dans ma bulle. Je me reconnais un peu dans ce que tu dis. C'est fou, hein. Un peu cérébral, quoi. Ouais. En fait, je suis vraiment dans ma bulle. Je suis un peu un loup solitaire et j'adore être dans ma bulle, dans mon espace personnel, parce que c'est là où je me sens safe. Du coup, tout devient une source d'inspiration. Je suis un peu dans ma tête et il suffit que j'écoute, par exemple, un son qui va me stimuler mes émotions. Ouais. Et en fait, tu vas voir mes yeux s'ouvrir comme ça et je vais me dire, j'ai envie de créer quelque chose dessus. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tous mes sens vont s'éveiller. Ça veut dire que je peux être en train de marcher dans la rue, je vais voir une texture, je vais voir une couleur, je vais voir un vêtement, je vais voir quelque chose qui va se rajouter à mon mood board que je suis en train de construire dans ma tête. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est très drôle parce qu'on se moque un peu de moi des fois, mais j'ai besoin de faire des mood boards pour tout. Bah, je te comprends, moi je suis pareil. J'adore ça. J'adore faire des mood boards. C'est important de se projeter aussi. Et d'avoir, en plus, tu sais, quand tu commences à peut-être avoir des équipes, tu veux un stylisme ou quoi que ce soit, de pouvoir expliquer aux autres ce qui se passe dans ta tête. Les gens sont pas dans notre tête à un moment donné. Mais même moi, pour y voir plus clair, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Le côté, en fait, le pouvoir des éléments visuels, ça me stimule énormément, en fait. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'adore la mode, que voilà, je me suis dirigée vers le graphisme, le branding, etc.
Je pense que j'ai une sensibilité visuelle qui fait qu'en fait, très vite, je me sens touchée par ce que je vois et je vais au-delà de ça. Ça veut dire que je vais garder cette image dans ma tête et ça va ressortir à un moment ou à un autre dans un projet qui peut être des mois plus tard en fait. Et je me rendais pas compte au début, mais en fait, petit à petit, je me dis, mais comment j'ai repensé à ça en fait ? Donc voilà. Mais c'est hyper important de redonner de l'information à son cerveau avec des images. C'est aussi, je pense, le pouvoir de la visualisation. C'est le temps que ton cerveau fasse le travail. Chez moi, j'ai un tableau avec un tableau immense avec tous mes objectifs et mes rêves dessus. Parce que parfois, tu sais, quand t'es un peu perdu... Le vision board. J'en ai un aussi. Ouais, quand t'es un peu perdu, tu te dis « Oh, c'est pas fou ce que je fais en ce moment » ou tu sais, t'es un peu... Tu doutes, tu manques de confiance ou quoi que ce soit, et ben il suffit de redonner un peu d'informations positives à ton cerveau en regardant tes objectifs et en disant « Mais attends, ça, je l'avais noté sur mon vision board et je l'ai réalisé cette année. » Donc les images, je suis extrêmement d'accord avec toi, l'image est hyper importante dans la création. Ça permet même de concentrer en fait son attention. Moi je trouve ça vraiment magique. Complètement. Et je reviens un peu sur ton parcours de danseuse pro. Quelles ont été les étapes clés pour toi ? Quels sont les plus grands défis que tu as pu rencontrer dans ta carrière et dans ces cas-là, si tu en as, comment tu as pu les surmonter ? Alors, en fait, tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des défis. Déjà, le fait d'entrer dans le milieu commercial, on va dire, ça a été pour moi quelque chose d'inattendu parce que à la base, moi, j'étais pas dedans. Moi, j'étais venue prendre des cours juste pour enrichir ma danse, pour construire quelque chose de nouveau dans ma salsa. Et en fait, au fil du temps, je prends plein de cours et je pense qu'on commence peut-être un peu à me remarquer. Et je commence à avoir des opportunités petit à petit, voilà, des opportunités qui en plus me plaisent et me stimulent et que j'imaginais même pas pouvoir y accéder avant. Et en fait, je me dis, je pensais même pas en vrai vivre de la danse un jour. Pour moi, c'était une passion très forte, voilà, qui occupait beaucoup mon temps, beaucoup mon énergie, qui prenait beaucoup de mon argent aussi. Oui, prendre des cours, ça coûte cher. Voilà. Et du coup... Enfin, c'est un investissement. Plus que ça coûte cher. On va le voir comme ça. Exactement. Ça nous fait... Voilà, faut le voir de manière positive. Donc, en fait, je me dis, waouh, ok, donc je rencontre aussi des gens qui vivent de la danse. Et je me dis, c'est possible, c'est cool. Sauf qu'à l'époque, en fait, moi, j'étais... j'avais fini mes études à l'université et j'étais en CDI, j'étais cadre en CDI. Et malgré le fait que j'avais des journées, en fait, des journées de bureau, je finissais à 18h, j'avais déjà mon sac, j'allais prendre mes cours. Mais ça commençait à peser un peu sur ma santé. C'était un rythme vraiment très, très soutenu. Et ma santé commençait à en pâtir. Donc, au final, je me disais, c'est même pas un boulot que j'aime faire. Je me réveillais un peu avec la boule au ventre au final, parce que j'étais mobilisée de 9h à 18h sur quelque chose qui ne me stimulait pas, qui ne me plaisait pas, dans laquelle je me sentais stressée et ça m'empêchait en fait de faire ce que j'avais vraiment envie de faire parce que j'attendais que l'heure où j'allais sortir et aller prendre mes cours. Et en fait, je me suis dit, ok, là tu commences à avoir des opportunités qu'en plus je devais refuser des fois parce que toi tu sais comment ça se passe dans le milieu de la danse. En fait, on t'appelle pas un mois avant pour te dire alors, est-ce que tu es disponible pour ce clip ? Non, en fait, on t'appelle un jour, 2 jours avant pour te dire est-ce que tu es dispo pour faire le clip pour faire tel plateau, pour faire machin. Et je me retrouvais à refuser des opportunités qui me plaisaient en fait, parce que je pouvais pas poser un RTT du jour au lendemain. Oui. Donc, je commençais à être un peu frustrée et je me suis dit ok Rim, je pense que là va falloir se poser les bonnes questions. Tu vas où, en fait, avec ce rythme de vie ? Ou est-ce que tu vas aussi... est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois encore dans ce job-là ? Et la réponse était non. Clairement, en fait. C'est juste que je ne me suis pas encore posé la question.
Et en fait, l'idée trotte dans ma tête et je commence à me dire, ok, comment je peux mettre ça en place sans le faire un peu à la sauvage. Il faut que j'assure quand même une rentrée d'argent parce que là, c'est bien beau, on m'appelle voilà, pour des jobs à droite, à gauche, mais c'est pas ce qui va me permettre de faire mon intermittence. Donc je commence à réfléchir à un moyen et je lance une procédure de rupture conventionnelle avec mon travail. Je me dis, allez, on fait ça au kilo, c'est parti, let's go. Ouais. Et en fait, c'est arrivé tellement vite, la réponse a été oui, mais tellement vite, je m'y attendais pas. Je m'attendais à traîner encore 6 mois, en fait. Sauf que j'ai demandé ça en octobre et on me disait, tu finis ta mission décembre, c'est fini. Et je parle de décembre 2019. Donc on sait ce qui arrive après. Voilà. Donc j'ai eu janvier, février, mars, confinement. Bam. Bisous. Ni cachet, ni clip, ni travail, ni rien du tout. Ouais, ok. Sympa. Et à ce moment-là, je me dis... Au début, c'est normal. J'étais stressée parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans quelle merde? Mais je pense que je me suis dit ça le temps d'une seconde. Parce que très vite après, en fait, c'est surtout les personnes qui me tombaient dessus en mode tu pouvais pas choisir un autre moment. Parce que franchement, là, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment de quitter son taf. Et en fait, je me suis dit avec du recul, en vrai, si. Alors déjà, il n'y a pas de bon moment pour prendre ce genre de décision. C'est le genre de décision qui te sort de ta zone de confort. Tu sais que tu vas morfler un petit peu, que ça va pas être confortable, qu'on va rien t'apporter sur un plateau d'argent. Mais au final, si j'étais pas partie à ce moment-là, et si j'avais attendu après le confinement, je pense que je serais pas partie dans les mêmes conditions financières. J'aurais peut-être pas eu ma rupture conventionnelle, ce qui me permettait aussi d'avoir une sécurité en fait pendant le confinement, voilà, donc parce que j'avais une rentrée d'argent, mais je ne travaillais pas puisque voilà j'étais au chômage à l'époque, donc je me suis dit ok, bon, maintenant t'es pas la plus à plaindre, mais profite de ce temps-là du confinement pour te poser des questions sur ce que tu as envie de faire vraiment. Comment tu as envie de construire ta carrière, ta nouvelle carrière de danseuse, en fait. Donc, ça a été pour moi au début un stress, mais après, je sais pas si ça t'a fait ça, mais je me suis sentie un peu libérée. Le fait de sentir que tout le monde est chez lui et que, en fait, personne ne court après personne, qu'en fait, ce temps-là, on va le prendre pour se poser. Mais tellement, tu sais que quand ils ont annoncé la sortie du confinement, je ne voulais même pas sortir de chez moi parce que j'avais trouvé tellement un équilibre intérieur, j'avais trouvé une routine que je me suis dit en fait, je vais retourner dans un brouhaha parisien de métro boulot dodo entre guillemets, et ça a été le cas, c'est-à-dire que je pense jusqu'à présent quasiment jamais retrouvé l'équilibre que j'avais trouvé pendant le confinement. C'est fou, hein. On n'a pas tous vécu le même confinement. Pour certains, ça a été horrible et tout, je peux comprendre. Moi, la première semaine, j'étais déboussolée. Je me suis dit, mais hyper active comme je suis, je vais devoir rester enfermée dans une 30aine de mètres carrés, mais c'est impossible. Ouais. Et au final, je me suis découverte comme jamais. Et je pense que ça fait partie d'une des périodes de ma vie qui ont aussi changé la mienne. Comme je pense beaucoup de personnes, d'artistes. Oui, c'est vrai. C'est comme toi, en fait, j'ai l'impression qu'on a appris à se redécouvrir. Ouais. On s'est redécouvert. Moi, je sais que j'avais renoué avec ma passion qui est le dessin. Je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et en fait, il y a eu un événement où j'ai pas été acceptée à l'école d'architecture après le bac. Et ça a été un peu... une cassure un peu avec cette passion-là, parce que, je sais pas, c'était pour moi synonyme d'échec, alors qu'en vrai, maintenant que j'y réfléchis, je voulais même pas être architecte. C'est ça qui est plus fou. En même temps, on sort d'école, on nous demande de en un an, trouver ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie, alors qu'on nous dit pas que c'est pas grave, si tu trouves pas ce que tu veux faire en sortant d'école, tu trouveras peut-être dans 5 ans, ou... En fait, je pense qu'à l'époque, je me disais, de toute façon... La danse, c'est pas un métier à l'époque quand je te dis ça, voilà. Et en plus, moi, j'étais au Maroc, donc imagine, danseuse, c'est pas un métier. Et encore, mes parents m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. Donc, c'est plus, je parle de vraiment le poids de la société. Les injonctions, complètement.
Et en plus, je pense que l'architecture, c'était vraiment quelque chose où je me disais, c'est un vrai métier qui va me permettre de garder un lien avec une passion. J'essayais de me convaincre vraiment de ça. Donc je pense qu'au final, c'est plus l'idée à laquelle j'étais attachée. Mais en fait, voilà, donc pendant le confinement, je recommence à peindre, je recommence à dessiner, je recommence à me dire waouh, en fait, ça me plaît. J'ai envie d'en faire quelque chose. Ouais. Et comment, justement, dans un rythme, tu vois, aussi un peu effréné, on arrive à prendre soin de nous, à prendre soin de sa santé mentale et de tout ce dont tu me parlais aussi en off, par rapport à ta santé. Je sais pas si tu veux l'aborder. C'est vrai que c'est un côté que beaucoup de gens ne connaissent pas de moi parce que voilà, je l'expose pas forcément, même si j'ai pas non plus envie de le dissimuler, mais je suis diabétique. Je suis diabétique, j'ai un diabète de type 1, donc insulinodépendant. Et en fait, déjà, le fait de venir en France avec un diabète, d'habiter seule, ça a été un défi pour moi, pour mes parents, parce que voilà, en fait, certes, c'est une maladie auto-immune qui peut être soignée, mais au quotidien, ça demande énormément d'organisation, ça demande une certaine rigueur si on veut rester en bonne santé. Voilà, donc ça peut être très très dangereux si on prend pas soin de soi et si on néglige en fait tout ce que ça peut engendrer au quotidien. Surtout que dans notre métier qui est très physique. Exactement. Donc en fait, faire du sport quand t'es diabétique, c'est très bien. Se dépenser, c'est très bien parce que c'est un moyen naturel de faire baisser sa glycémie sans avoir à s'injecter beaucoup d'insuline. Donc ça, c'est cool. Maintenant, le fait d'avoir une activité qui fluctue, donc il y a des jours où je vais danser pendant 5 heures et il y a des jours où je vais pas du tout danser. Et en fait, moi, je suis tout le temps là en train de jauger entre les deux, de mesurer mes glycémies, de calculer ce que je mange, les glucides que je mange, pour savoir combien de doses je dois m'injecter. Et par exemple, typiquement, à la période du confinement, je suis passée de quelqu'un qui danse tous les jours à quelqu'un qui ne danse quasiment pas. Voilà. Donc, ça, c'est un réel impact. Ça a été en fait quelque chose qui... Ouais, voilà. Donc ça a été vraiment une tannée pour refaire des réglages, etc. Et au quotidien, je dois faire beaucoup attention à comment je m'organise pour pas que ça se ressente en fait sur mon travail. Et je pense que jusque-là, j'ai réussi. Dieu merci. Mais c'est pas toujours évident. Et tout ce travail-là, les gens ne le voient pas forcément de l'extérieur. Moi, parce qu'aussi, j'en parle pas. Mais voilà, parce que... Pour moi, c'est très important de montrer qu'on peut, en étant diabétique, avoir une vie de danseuse professionnelle. Et tu me demandais comment je prends soin de moi. Ouais, comment tu prends soin J'écoute beaucoup mon corps. J'essaie d'écouter mon corps, même si c'est pas toujours évident. On a envie d'accepter tous les projets, on a envie de dire oui, on a envie de travailler, de charbonner. Voilà, parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. Mais je pense qu'avec l'âge, je commence à réaliser que en fait, si j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime encore plus longtemps, il va falloir que je prenne soin de moi. Et au-delà d'avoir une maladie auto-immune, je pense que c'est juste la base. On a des carrières tellement courtes, intensives, que comme tu dis, on veut tout faire d'un coup et pas louper d'opportunités. Et j'en parlais déjà même dans un autre épisode de podcast. Souvent, t'as mal, t'es blessé, mais tu sais que t'as une opportunité d'une vie qui arrive. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Tu t'écoutes ou tu acceptes l'opportunité ? C'est ça. Parce que si tu t'écoutes, du coup, pas y aller, tu vas peut-être avoir des regrets de pas avoir participé à cet événement. Et puis, si tu participes à cet événement en étant en vrac, comment tu gères ton corps aussi ? C'est ça. Exactement. S'écouter, c'est un peu la clé. Et je pense, comme tu dis, avec l'âge, on prend conscience aussi que le corps, il vieillit et le corps n'est pas le même que quand t'as 20 ans et que tu dis « Ouais, vas-y, c'est bon, vas-y, je vais faire des tours, je vais sauter sur les genoux et mes genoux vont récupérer. » Oui. Fais ça pendant 10 ans et je pense que ton corps il te dira merci, non merci, tu m'as pas respecté, je vais te renvoyer la pierre et, c'est ça. Et bon courage. Ouais. Et je pense que tu me parlais des défis, je rebondis juste sur ta question par rapport aux défis que j'ai rencontrés aussi en tant que danseuse professionnelle. Je pense que c'est quand j'ai compris que en fait quand tu deviens danseuse professionnelle, on te demande pas juste de savoir bien danser. Donc,
En fait, il y a au-delà de ça, au-delà de la danse, il faut développer des compétences qui vont au-delà de la danse. Et en fait, je pense que tu te reconnais dedans aussi, mais en fait, on est notre propre comptable, on est notre propre agent, on est notre propre community manager, on est notre propre conseiller en image. Voilà, en fait, c'est des compétences que tu ne pensais pas devoir développer. Et en fait, au final, tu finis par le faire parce que c'est comme ça que tu te vends aussi. Exactement. Et c'est là où tu passes au niveau au-dessus. Et je pense que c'est un défi au quotidien parce qu'en fait, il n'y a pas de guide qui te dit « c'est comme ça qu'il faut faire ». En fait, tu l'apprends sur le tas. Ouais. Tu testes, tu essayes, ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, tu tournes un peu en boucle et tu sais pas où ça bloque. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu plus OK avec le fait que c'est OK de juste tester, en fait. Complètement. T'auras pas la réponse tout de suite, c'est pas grave, la veille. Et c'est OK de dire que ce sera pas parfait dès le début. Exactement. Et c'est le process, en fait. C'est le process. Et ce qui est dur, c'est comme on a un métier d'image, comme tu te montres, tout de suite, il faut montrer que... Oui. Que voilà, alors que non. C'est OK de se tromper, c'est tout de suite, d'échouer. il faut se trouver soi, alors que nous, on est en train de se chercher encore. Exactement. Tu vois. Même dans nos styles de danse, enfin dans tout. Il y a tellement de styles qui évoluent, t'as envie de prendre un petit peu à droite à gauche, puis au début tu te sens ridicule parce que ça te va pas forcément, mais en fait c'est à force de travail que tu te dis ok, ça peut peut-être finalement m'aller. Exactement. Et pas se laisser abattre aussi par le regard et le jugement des autres, parce que les gens ils ont la critique facile, mais c'est plus facile de critiquer quand on fait pas que quand mais je pense que quand on se libère justement exactement de ce que les réseaux sociaux ont mis en place comme pression, en fait, parce qu'au final on en parlait tout à l'heure en off, mais en vrai, c'est la pression c'est le regard qu'on porte nous sur nous-mêmes, plus que le regard que portent les autres sur nous. En vrai. Et en plus, je pense que chacun est centré sur sa petite personne. Ouais. Et limite de penser comme ça, je trouve que c'est très nombriliste en fait, finalement, de se dire que oh là là, telle personne elle pense à moi, alors que pas du tout, elle a autre chose à gérer dans sa vie que de savoir que t'as fait ci ou ça. Et puis finalement, ce que pensent les autres de toi n'est pas de ta responsabilité. Ouais. Et ça, on peut pas le gérer. Quoi qu'il arrive, moi, c'est ce que je dis aussi souvent, t'as beau faire les choses bien ou pas bien. Ouais. Ce que pensent les gens, en fait, ça ne te... Qu'est-ce qui est bien, en fait, ou pas bien, selon qui. Exactement. C'est pour ça que chacun fasse ce qu'il a envie de faire et surtout ce qui lui fait au plus profond vibrer, et de ne pas essayer de faire des choses pour ressembler à quelqu'un qui aurait réussi dans un milieu, ou d'essayer d'emprunter une branche parce que c'est là que tout le monde va. Non. Moi, je pense qu'on se démarque quand on est un petit peu le mouton noir du pré. Et c'est ça. Voilà, ma métaphore, elle est incroyable. Mais voilà, c'est savoir en tout cas faire ce qu'on aime. Et voilà, j'ai pas la transition, mais je voulais passer sur une autre question. Pour revenir un peu à ton enseignement, quelle est ta philosophie d'enseignement et qu'est-ce que toi, tu souhaites transmettre à tes élèves ? Quel impact tu souhaites avoir sur eux ? Ma philosophie, est-ce que j'ai vraiment une philosophie d'enseignement ? Mais il y a certaines valeurs que j'essaie en tout cas de reprendre dans mes cours, d'en parler. Parce que des fois, on n'en est pas conscient, on vient prendre un cours, mais on sait pas où on va avec. Mais j'essaie toujours de dire à mes élèves que ça va être un process. Ça va être un process long. On va avoir des hauts, on va avoir des bas. On va avoir l'impression qu'on tourne en boucle, mais en fait, c'est là où il faut pas lâcher. Parce que je leur dis, par exemple, que les informations que je leur donne dans le cours, le temps d'1 heure, le temps de 2 heures, c'est pas suffisant. Ouais. C'est des informations brutes, c'est ma vision des choses. Maintenant, c'est ce que eux en font, c'est ça qui est plus important. Et c'est là où le travail personnel entre en jeu. Et je le répète très souvent dans mes cours, en fait, quand on commence à apprendre un style de danse, il n'y a pas de secret. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne vous cache pas une potion magique qui va vous faire progresser. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut répéter, et ne pas s'en lasser, en fait. Et en fait, elle est là, la solution chez nous. Elle est juste là, sous notre nez. Donc, en fait, il faut juste s'investir. C'est l'engagement, en fait, dans ce process-là. À quel point, en fait, tu veux progresser. Et ça va définir, en fait, tout ce que tu mets en place dans ton quotidien pour réellement progresser.
je dis aussi souvent qu'il faut... c'est bien d'être dur avec soi, etc. Je suis la première à l'être. Mais c'est important aussi d'être objectif. Ouais, de savoir où placer le curseur. Exactement. Et de savoir reconnaître quand il y a eu du progrès. Parce qu'en vrai, on s'arrête jamais de progresser. Mais entre le moment où tu as commencé et le moment où tu t'es posé la question, il y a eu du progrès quand même. Ouais. Donc, c'est important d'avoir cet œil objectif sur soi. Donc, c'est important de se filmer aussi. Ça, je trouve que c'est très important. Ça permet d'ajuster notre apprentissage et notre pratique. Aussi, la bienveillance avec soi. Je le dis, en fait, c'est pas des choses qui... Je me suis réveillée et je me suis dit, je l'ai fait. En fait, moi aussi, ça a été un process pour moi. Et c'est vraiment, je capitalise sur les choses qui, moi, m'ont permis de me sentir mieux dans le fait d'apprendre de nouvelles choses et de me dire qu'au début, en fait, ça va pas ressembler à quelque chose. En fait, au début, ça va pas être esthétique. Et c'est pas grave, c'est OK. Parce qu'en fait, tant que tu... répète, au final, ça va finir par rentrer. Donc, en fait, vraiment, la bienveillance, et c'est ce que j'essaye de mettre en place dans mes cours, c'est très, très important pour moi. En fonction du niveau aussi. Exactement, parce que j'ai des niveaux qui sont différents, mais en fait, c'est surtout de me dire, je le dis souvent dans mes cours, mais... je leur dis, en fait, je vais galérer aussi dans mon cours. Et ça, j'adore galérer dans mes propres cours. Ça m'intéresse pas de faire des choses faciles, genre, je suis pas là pour faire un show, en fait. Donc, je fais toujours des trucs plus durs pour moi, parce que je sais que entre le moment où je les crée et le moment où je vais donner mon cours, eh ben, je vais beaucoup, beaucoup travailler. Et des fois, je me tape des trainings de 2 heures, 3 heures, 4 heures, toute seule, pour maîtriser ce que je vais enseigner en fait. Et ça, je trouve, c'est stimulant pour moi. Mais c'est là où je viens dans mon cours et je dis à mes élèves, ne vous inquiétez pas, je galère aussi avec vous et on est là pour progresser ensemble dans le cours et c'est OK. Et chacun son rythme en fait, parce que le plus important, c'est les informations avec lesquelles tu vas sortir du cours que tu n'avais pas en rentrant. Exactement. Et ça a un réel impact sur beaucoup de personnes. On en parlait même un peu en off que la danse, de manière générale, elle peut aider beaucoup de personnes dans les vies perso jusqu'aux vies privées. Et d'avoir des retours comme ça aussi, c'est quelque part un peu gratifiant de se dire qu'à travers juste du mouvement, de la danse, de l'image de soi, tu peux retrouver confiance. On n'a pas tous les mêmes objectifs quand on vient prendre un cours. Certains, ils en ont pas du tout et ils disent juste, bon, je vais prendre un cours pour me défouler. D'autres, c'est pour retrouver une connexion avec eux-mêmes, avec leur corps, avec leur esprit, leur âme. Et d'autres, c'est pour des raisons un peu plus peut-être compétitives, avec des objectifs très précis. Mais en tout cas, je me suis perdue moi aussi, mais c'est pas grave. On va rebondir sur une question. Mes transitions sont un peu pas top aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, le plus important, c'est de prendre un cours et de se dire que tu viens surtout pour kiffer. Exactement. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu disais parce que, en fait, je prendrai jamais pour acquis les messages que je reçois après mes cours de personnes qui me disent que en fait, je les ai aidés à renouer avec la danse, à renouer avec comment ils se regardent eux, comment ils perçoivent que ce soit leur corps, ou genre, je trouve ça tellement incroyable. Je me dis, en fait, dans ma tête, moi, je me dis, je fais que de la danse. Je sauve pas des vies. Et c'est vrai, mais pour moi, les retours que j'ai, c'est tellement gratifiant et je me rends pas compte, en fait, de tout cet impact que je peux avoir. Des femmes qui me parlent, qui me disent que en fait, grâce à mes cours, elles ont eu envie de redanser alors que ça faisait des années qu'elles n'avaient pas pris de cours de danse. Et pour moi, ça n'a pas de prix. On dit qu'on sauve pas des vies, mais en tout cas, je pense qu'on a un impact sur chacun d'entre nous. Pourquoi la musicalité, elle est aussi importante dans la salsa, en danse de manière générale? Comment tu l'enseignes, toi, à tes élèves? Alors, la musicalité, c'est très important dans toutes les danses, hein, mais dans la salsa, la structure de la musique est très particulière. Donc, en fait, à partir du moment où tu commences à prendre des cours, il faut aussi s'intéresser à la musique sur laquelle tu danses. Il faut s'intéresser aux instruments qui composent, à la structure de la musique, habituer son oreille à écouter de la salsa. C'est
c'est pas une musique qu'on écoute comme ça, enfin peut-être, je sais pas, mais je me dis, moi avant de danser la salsa, j'écoutais pas forcément de la salsa. Et aussi, il y a des styles qui sont tellement différents dans cette musique. Je te disais tout à l'heure que c'est très riche, c'est une culture qui est très très riche et qui a voyagé et qui a eu des influences des États-Unis, qui a eu des influences de plein d'endroits. Donc en fait, il faut savoir aussi reconnaître sur quoi on danse, parce qu'on danse pas que sur des comptes en fait. Pour moi, c'est important de faire ça parce que déjà, quand on danse à deux, on a des codes qui nous permettent de se comprendre. Et si on ne se comprend pas, il y a une déconnexion qui va se créer. Donc en fait, c'est très important de savoir danser en rythme, en salsa. La plupart du temps, je dis à mes élèves, en fait, si vous m'invitez en soirée pour danser, je m'en fous que tu me fasses faire le pas de base, un crossbody, etc. pendant 10 ans. Mais en fait, juste fais-le sur la musique. Ouais. Et ça, c'est très important. Et je me rends compte, en fait, au fil du temps, que c'est pas si intuitif et si évident pour tout le monde. Après, pourquoi la musicalité est importante pour moi ? Parce que, aussi, je fais de la fusion. Ouais. Et la fusion, je danse sur des musiques qui ne sont pas salsa. Ouais. Donc, j'essaie de m'y retrouver. J'essaie de mélanger la manière dont j'aborde la musicalité dans mes créations, parce que je vais avoir le côté vraiment traditionnel de la salsa, mais je vais aussi prendre des musicalités qui sont dans le son en soi. Donc par exemple, je vais prendre des musiques afro-pop, parce qu'on retrouve dedans une structure de la clave. La clave, c'est un rythme qui est très très important dans la salsa. Et en fait, dans les musiques afro-pop, je retrouve ce rythme-là. Et je me dis, je peux reprendre la salsa dedans, mais avec un groove différent. Et du coup, c'est là où je me dis, la musique est aussi importante parce que je peux faire le même pas, mais de manière différente selon la musique que j'écoute. Et c'est là où je danse aussi sur du R&B. Yes. Et en fait, je vais avoir une attitude complètement différente. Et tout à l'heure, je te parlais du fait d'estomper les frontières entre les styles que j'utilise. Et c'est aussi dans l'attitude, dans l'interprétation et dans la manière d'apporter le même mouvement, en fait, au final. Et il y a un rapport avec le footwork, le body movement ? Oui, bien sûr. Parce qu'en salsa, je te disais tout à l'heure, c'est une danse qui se danse à deux. Donc, c'est ce qu'on appelle le partner work. Et ça se danse aussi solo. C'est ce qu'on appelle les shine ou la suelta, par exemple, dans la salsa cubaine. Les shine, on va dire, c'est une danse solo qui est à base de footwork. Donc, le footwork, c'est un enchaînement de pas très rapides, très précis. C'est des enchaînements très complexes, parfois. Et donc on parle beaucoup de la salsa fusion depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça représente pour toi ? On a parlé un peu en off du footwork, du body movement, du Latin heels, du lady styling. Explique-nous. Alors en fait, en salsa, je donne des cours. J'ai un côté qui est vraiment centré sur la salsa. 100% salsa. J'ai un côté qui est sur la fusion, donc ce que je te disais tout à l'heure, mon laboratoire. Quand je donne mes cours de salsa, j'aime donner des cours de body movement and footwork. Donc le footwork, que je disais tout à l'heure, c'est quand on danse solo. En fait, on va utiliser des pas de base, ça peut être des pas de base très simples, mais en fait qu'on va amener d'une certaine manière à ce que ce soit un peu plus complexe, que ce soit plus rapide dans l'exécution. Et il y a aussi le body movement que j'enseigne. Et je mélange les deux, en fait, dans mon workshop. Parce que pour moi, le body movement, c'est ce qui implique toutes les autres parties du corps. Donc le footwork, c'est les jeux de jambes, mais parfois on oublie en fait qu'il n'y a pas que les jambes qui dansent en salsa. La plupart du temps, et même je trouve ça très difficile de danser uniquement avec ses jambes et de ne pas impliquer le haut du corps. Et malheureusement, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Les gens oublient d'impliquer tout leur corps en fait dedans. Ça peut être, le travail que je fais dedans, c'est vraiment un travail d'isolation, un travail de fluidité
dans le corps, comment on peut accompagner le footwork avec son corps de manière à ce que ce soit plus facile en fait au final. Et aussi, en vrai, il y a un travail de fusion aussi dedans, parce qu'on puise aussi nos mouvements dans tout ce qui va être le mouvement afro-cubain, le mouvement son cubano. Ça va être en fait un travail de texture, beaucoup, qu'on va travailler dans les deux. Ok, et le lady styling, du coup, c'est tu m'avais expliqué un peu en off le rapport avec le côté sensuel, féminin. Alors le lady styling, c'est une notion avec laquelle je n'étais pas forcément à l'aise au début, parce qu'au final j'estime que ma danse n'est pas forcément dirigée que pour les femmes, ou voilà, en fait les mouvements que je fais, tout le monde peut les faire. C'est juste que mon énergie est féminine et mon interprétation est féminine. Du coup on a l'impression que mes cours sont destinés uniquement aux femmes. Ça me dérange pas, hein, j'adore travailler avec les femmes, mais en fait à chaque fois qu'il y a un homme qui vient prendre mon cours, il me dit en fait c'est trop marrant parce que je pensais que tu donnais des cours de lady styling, et c'est là où en fait la notion me dérange, parce que j'ai l'impression qu'on a défini ce que c'était et qu'en fait pour moi ça reste juste une énergie, une manière d'apporter le mouvement qui va être dans la délicatesse, qui va être avec une énergie très féminine, très sensuelle, avec les parties de notre corps à nous, de femmes, donc le bassin, ça va être les bras, la délicatesse des bras, etc. Donc comment on amène le mouvement pour le rendre plus féminin, et aussi l'interprétation. Pour moi, je suis très expressive, on me le dit souvent, mais en fait ma manière de bouger va être aussi impactée avec ce que j'exprime avec mon visage. Donc je pense que c'est ça que les gens voient. Et en fait, au final, pour moi, je n'appelle pas mes cours lady styling, mais quelque part, dans ma manière d'expliquer, d'enseigner, ça se retrouve dedans. Et j'utilise beaucoup ça dans les Latin Heels notamment. Donc avec la technique des Heels, il y a aussi le côté latin dedans, qui vient du coup du lady styling. Mais je trouve que c'est important, qu'on soit un homme ou une femme, de toujours aller explorer ses polarités, qu'elles soient féminines ou masculines. Mais c'est vrai que d'appeler un cours peut-être lady styling, ça peut faire peur. Bien sûr. À certains, alors qu'en fait, c'est juste une part de toi que tu vas explorer à travers, sans forcément être complètement chata ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a quand même il y a un curseur à placer quelque part entre découvrir une part de féminité et faire d'autres choses, tu vois. Mais c'est cool, je trouve, même mais pour complètement. un homme. Demain, si j'appelle mes cours lady styling, ces mêmes hommes ne viendront pas à mes cours. Et parce que voilà, déjà juste... je pense qu'il a peur de se dire, on va leur dire qu'est-ce que tu as été faire dans un cours de lady styling à la base, tu vois. Donc, et même la salsa, comme je te disais tout à l'heure, c'est une danse qui évolue énormément, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant de voir le leader et le follower, par exemple, une femme qui lead une autre femme, ou un homme qui lead un autre homme. Et moi-même, en fait, j'adorerais apprendre à leader très facilement et de manière très fluide, parce que je trouve c'est très important aussi d'explorer les deux, parce que si tu leads alors qu'à la base t'es follower, et ben tu comprends en fait un peu mieux ce que ressent la personne, et du coup comment apporter ton guidage, comment l'amener de manière plus fluide, de manière plus smooth, etc. Donc voilà. Et ça fait partie des clichés un peu aussi à déconstruire, non ? Ce côté que tu dois forcément être avec un homme ou une femme pour faire la salsa, bien sûr. Tu peux être deux hommes ou deux femmes. Oui, tu peux de plus en plus. Enfin, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Il y a d'autres clichés ? Alors, ou stéréotypes ? Il y en a beaucoup. Il y en a énormément, mais je vais dire ceux qui me viennent en tête comme ça. Alors déjà, je pense que en France, j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas si je me trompe, mais en fait, la salsa, c'est quelque chose qui fascine. Le côté latino, ça fascine. Mais en tout cas, le fait de fréquenter le milieu commercial et le milieu de la salsa, je vois un peu un monde entre comment on voit la salsa de l'extérieur. Parce que du coup, dès qu'on parle de la salsa, même moi, on vient me dire « Ah, mais tu donnes des cours de salsa et tout !»
Du coup, genre, moi, ça me fait rire un peu parce Le que... truc un peu hystéro alors que... En fait, on a l'impression que la salsa, du coup, ça se danse avec les bras ouais. qui bougent dans tous les sens, avec le bassin qui bouge dans tous les sens. Alors qu'en vrai, non. Et c'est la première chose que je pense que je déconstruis dans mes cours de fondation, c'est que les bras sont là pour... comme une conséquence, en fait, de comment on positionne notre corps. Et dans le fait de transférer son corps d'une jambe à une autre, tout le corps répond à cette position-là. Ouais. Et les bras sont juste la conséquence. Donc ce n'est pas le moteur du mouvement, mais juste la conséquence. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai un peu à en parler à un plus grand public. Ouais. Et aussi un deuxième cliché que j'aimerais bien déconstruire, c'est le fait que la salsa, c'est une danse sensuelle. Voilà, donc en fait, on est trop proche, etc. Mais en fait... Quand on commence à apprendre la salsa, on comprend très vite que c'est une danse qui est très rythmée, qui est très dynamique et très technique. Donc parmi toutes les danses de couple et les danses latines, je ne pense pas que ce soit celle qui soit la plus sensuelle. Non. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps pour ça. Ouais. On n'a pas le temps pour faire des câlins quand on fait de la salsa. C'est la plupart du temps, en fait, on est tellement très concentré pour... comprendre ce qui se passe dans le guidage, on nous fait tourner dans tous les sens, donc en fait il faut rester vraiment très très concentré et très réceptif au guidage, donc la plupart du temps en fait non, pour moi c'est un gros cliché. Mais je pense que c'est un cliché de la danse en manière... la danse de couple, je pense. Danse de couple et même dans la danse de manière générale. Oui, c'est vrai. Quand tu vois sur scène, des fois, tu peux avoir des trucs très sensuels. Les gens, je pense, ils doivent s'imaginer. Alors que non, il faut savoir séparer un petit peu genre c'est vrai. l'humain et de l'artiste. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas, oui. Et te dire que non, c'est pas parce qu'on est dans un jeu d'acteur, en fait. Exactement. Et j'essaie d'expliquer tout le temps qu'en fait, le temps d'une danse, ce que je partage avec cette personne, c'est juste la connexion qu'on a eue à l'instant T. Et vraiment, c'est plus le challenge, en fait, de bien suivre, de bien comprendre son guidage. Et lui, pareil, de m'accompagner, en fait, dans ma danse. Eh bien écoute Rim, l'épisode touche bientôt à sa fin. Il me reste 2 petites questions. Tout simplement, quels seraient tes projets futurs si tu as envie d'en parler ou si tu as envie de garder secret voilà, dis-nous. Alors, oui, j'ai des projets qui arrivent. Maintenant, c'est vrai que je parle pas souvent, je parle jamais de mes projets comme ça. Parce que j'ai envie de les garder pour moi, bien sûr, pour l'instant, mais je sais que voilà, je prépare quelques petites choses et j'espère vraiment que ça va évoluer dans le sens que j'aimerais. Je te le souhaite. Merci. Et pour clôturer, quel message tu souhaiterais justement transmettre voilà, pour terminer à travers ta danse, ton parcours, peu importe, qu'est-ce que tu aimerais nous dire ? Si j'ai un message à transmettre, je pense que ça peut résumer un peu mon expérience. C'est de ne pas se retenir de prendre des risques. En fait, moi, ça a été mon cas, c'est de me dire que j'ai pas envie de me réveiller à 50 ans et de me dire qu'est-ce que aurait été ma vie si j'avais fait ce choix de quitter mon travail et de vivre pleinement de la danse. Et en vrai, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Ouais. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas, mais j'ai pas envie d'avoir ce regret. Et du coup, vraiment... j'encourage les gens à suivre leur instinct et à juste foncer, prendre des risques, vraiment. Je suis à 100% d'accord avec toi, je pense qu'il faut toujours suivre son instinct, essayer, parce qu'on sait pas de quoi, on sait pas ce que la vie nous réserve. Et puis voilà, je pense qu'on terminera cet épisode sur ces mots. Merci Rim pour ton temps, merci pour toutes ces informations sur la salsa, ton parcours, ton expérience, tes partages, voilà. Merci à toi Maïwenn, c'était un plaisir de partager tout ça avec toi et j'ai hâte de m'écouter parler. Tu vois, ça c'est un autre exercice, tu vas voir. Mais c'est chouette, c'est un bel exercice et j'espère que l'épisode te servira pour de quelconque manière et que ça pourra donner envie à qui que ce soit d'aller prendre des cours et de faire de la salsa. Voilà. Merci Rim. Merci Maïwenn. Bisous, ciao ciao. Bisous.